Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette critique analyse de ce chapitre 974. Vous allez me dire, ça y est, le Doc il commence sa vidéo, il rigole encore, et je pense que c'est encore plus important maintenant. Pourquoi je rigole? Je rigole pour trois raisons. Premièrement, parce que je suis toujours comme ça quand je parle de One Piece, j'adore faire ce que je fais, me mettre devant la caméra et en parler, donc voilà, je vois pas pourquoi je ferais la gueule tout simplement. Deuxièmement, par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à ce qui se passe dans notre village, mais même par rapport à ce qui se passe dans le monde, je trouve que on allume la télé, c'est hyper anxiogène, c'est du stress, tu vas presque avoir un décompte des morts qui va apparaître, puis ça, et je trouve que faut pas l'oublier ça, hein, on est vraiment en train de vivre quelque chose d'assez grave, mais je trouve que pour moi, j'ai un petit peu ce refuge dans One Piece, ça me permet de me changer un petit peu les idées, et je voudrais être un petit peu pour certains cette soupape qui permet d'évacuer un petit peu le stress, et pendant quelques minutes ensemble, eh bien qu'on rigole, qu'on oublie un tout petit peu. Troisième chose, c'est tout simplement par rapport à la réaction live qui, voilà. Voilà, c'est vrai que je m'excuse si certains ont perdu un petit peu d'acuité auditive, mais voilà, moi, comme j'ai dit, hein, je ne lis pas un chapitre, je vis un chapitre, et vous savez ce que je pense depuis très très longtemps de Kenjuro, donc je voulais pas. Ça a été exactement comme un pudding, hein, un pudding, j'ai pété un câble. Bon, là, franchement, je pense que j'ai vraiment pété quelque chose, mais quand j'ai fait le montage de la réaction là, je me suis dit, je le garde. Pourquoi je le garderais pas? C'est moi. Il y en a qui me regardent pour ça. Alors oui, par rapport à certains, je suis passé pour un gros con, un mec de 45 piges qui réagit comme ça. Mais je m'en bats les steaks, tout simplement, parce que c'est moi. Et voilà. Et ça a vraiment été le but quand je me suis lancé dans cette chaîne, c'est d'être quelqu'un. S'il y a le mot One Piece passion, c'est parce qu'il y a la passion de One Piece. Voilà, je suis comme ça. Donc voilà, ça a été... D'ailleurs, je vous remercie parce que dans les commentaires, je vois que j'ai pas été le seul à réagir comme ça, et ça fait super plaisir. Bref, ceci était la petite parenthèse du départ, et on va faire la critique analyse comme maintenant je la fais depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que vous aimez bien ce format, ça me fait super plaisir. C'est-à-dire qu'on va relire ensemble le chapitre, toutes les pages, comme ça va me permettre d'éviter d'oublier certaines choses qui peuvent être quand même peut-être moins importantes, mais qu'il est quand même nécessaire de mettre un petit regard dessus. Et l'autre chose aussi qui est très important, c'est qu'il faut savoir que ce chapitre 974 est, entre guillemets, peut-être le dernier chapitre du tome 96. C'est pour ça aussi qu'il a été écrit comme ça, même si la fin, je dois dire, m'a énormément surpris. On commence avec la première page où on a la conversation entre Kiyoshiro et Komurasaki. Ce qui est vraiment intéressant, que Iori, Komurasaki, devienne sa première concubine. Et donc il y a un mariage qui doit être fait. D'ailleurs, dans un chapitre, quand on la voit jouer, normalement c'est pour un petit peu officialiser cette relation qu'il va y avoir ensemble. Ce qui est important, c'est que Kiyoshiro lui dit bien, tu dois toujours avoir cette poche de sang avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mettre en place le stratagème pour qu'elle puisse se libérer. Là, à ce moment T où ils sont en train de parler, ils doivent être sur la fin de cette période des 20 ans, et ils doivent mettre en place ce changement pour la libération du peuple de Wano Kuni. Et on comprend maintenant pourquoi Iori a tellement été injurieuse envers Orochi. Pourquoi? Parce que Orochi, au-delà d'aimer Komurasaki, il aime sa propre personne, et il ne supportera pas que Komurasaki l'insulte devant tout le monde, qu'il le fasse passer pour un faible, et qu'elle se moque ouvertement de lui. Et c'est pour ça qu'on a Kiyoshiro, le chien de garde d'Orochi, qui va se salir les mains pour Orochi. Et donc il sait comment couper, il sait où est la poche, et c'est pour ça qu'il y a tout ce sang qui est présent. Là on a vraiment l'envers du décor qui permet vraiment de comprendre la mise en place de ce stratagème, et vient enlever tous les doutes qu'on pourrait avoir sur Komurasaki ou alors Kiyoshiro. Après, dans la deuxième page, on est toujours dans le flashback. On a Orochi qui est en train de boire un coup avec Kaido, et ce qui est vraiment important, c'est que ce moment ici correspond au moment où on a le voyage dans le temps qui se termine, c'est-à-dire qu'il a les informations, et maintenant on sait que ces informations ont été données par Kenjuro. Alors certains me diront, oui mais alors si on reprend les précédents chapitres, on pouvait s'en douter.
que Kenjiro était ce traître. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 920, à un moment, quand on voit justement qu'ils ont fait ce voyage dans le temps, on les voit en haut de la colline et on voit les deux oiseaux. Et l'un de ces oiseaux est un oiseau messager qui est envoyé directement à Orochi pour dire « ça y est, on a fait notre voyage dans le temps, ça y est, on est présent ». Sauf que quand tu reprends le contexte de l'époque, les oiseaux qui sont ici sont nécessaires. Pourquoi? Parce que ils viennent, les fourreaux rouges, de faire un voyage dans le temps. Et le fait qu'on ait Kenjiro qui dessine les oiseaux est une logique. Pourquoi? Parce que ces oiseaux vont servir avant tout à prendre les renseignements de comment est Wano Kuni après les 20 ans. Donc, le fait qu'on ait cette case où on nous montre Kyoshiro, Kenjiro, Momonosuke, Okiku ainsi que Raizu qui est ici et qu'il y ait les oiseaux qui soient au-dessus n'est pas quelque chose d'illogique. Il y a une logique dans la narration et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est là où Eiichiro Oda a vraiment très très bien joué, c'est que même si il nous montre des éléments qui peuvent être un petit peu bizarres, cette bizarrerie a quand même une logique. Tout comme on va reprendre le fait que Kenjiro masque les yeux de Kinemon et qui tombe, eh bien ça appartient à ce personnage complètement espiègle. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est très tête en l'air, et ça on l'a aussi vu au niveau de Dressrosa. Dressrosa, quand il est au niveau de cette colline où il a fait les échelles et qu'il oublie d'enlever les échelles, et ça permet à la population de venir et de représenter une menace. On a Usopp qui dit mais t'as oublié d'enlever l'échelle. Ça appartient au personnage lunaire de Kenjiro, parce que Kenjiro est comme ça, et c'est pour ça aussi qu'on le voit souvent un petit peu détaché, parce que Kenjiro est souvent dans son monde. Donc là, la lettre montre bien qu'ils sont revenus, et là on a un élément qui est très important, c'est tout simplement que Kaido demande à Orochi, ne les tue pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant les 20 ans qui se sont séparés entre le château de Oden qui est brûlé et la mort, entre guillemets, possible de Momonosuke, entre les 20 ans, il s'est passé des choses, il y a eu des informations sûrement sur le siècle oublié, il a besoin de lire les poneglyphes, il n'est peut-être pas au courant que la seule personne encore vivante au monde, c'est Robin, donc pour lui, la seule personne qui peut donner des informations sur ces poneglyphes, c'est tout simplement les descendants du clan qui les a construits. On arrive ensuite sur la présentation du traître, et c'est ça qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que ici, le traître qu'on a n'est pas n'importe quel traître. J'ai fait une erreur durant ma réaction live, c'est-à-dire qu'on voit à un moment qu'il y a un fruit du démon. Et je dis, mais qui a ce fruit du démon? C'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il y a aussi Kinemon qui avait le fruit du démon. Mais j'avais en un sens dans ma tête oblitéré Kinemon, parce que pour moi Kinemon il était absolument impossible qu'il soit le traître, donc j'avais complètement oublié. Et en plus, son fruit du démon, il a eu l'une des dernières utilisations qu'il y a eu, c'est au début de Dressrosa. Donc dans ma tête, c'était quand même assez flou. L'autre personne qui a un fruit du démon et qu'on est au courant, et qui est proche du fourreau rouge, c'est tout simplement Shinobu. Shinobu a le fruit du pourrissement. Et est-ce que Shinobu pouvait encore être le traître avant? C'est presque impossible. Par rapport à la fuite, par rapport à ce qu'elle dit, sauf si elle joue encore le rôle. Bien, il y a une chose qui est importante et que je voudrais accentuer dessus, c'est que après ce qui s'est passé durant le chapitre où il y a la mort d'Oden, où tous les fourreaux rouges, je dis bien tous les fourreaux rouges, sont prêts à se jeter dans l'huile, les voir comment ils souffrent pour Oden, comment ils pleurent, leur réaction, pour toutes les personnes qui lisent One Piece, à 98%, il est impossible que ça soit l'un des fourreaux rouges qui soit le traître. Malgré toutes les théories qu'il y a eu, malgré tout ce qu'on a pu lire partout, on est au-delà du doute. On a presque une certitude de se dire, regardez comment Eiichiro Oda il les a dessinés, regardez comment ça a été fait, il est presque impossible que ce soit un fourreau rouge. Et moi déjà, j'étais presque sûr que ça ne pouvait être un fourreau rouge, et le fait d'avoir vu ça comme ça m'a vraiment réconforté dans le fait de dire non, ça ne peut pas être un fourreau rouge, c'est quelqu'un à côté, qui sait, on ne sait pas. Là, on a
commence à avoir cette mise en place de le fait que ça soit un acteur, le fait que ça soit quelqu'un dont les parents ont été tués, et ça reprend un petit peu la même histoire d'Orochi, et ça on va vraiment y revenir après, c'est vraiment très important, c'est quelqu'un qui a un fruit du démon, qui est le traître. Et avant la lecture de ce chapitre, on est presque sûr que ce n'est pas un faux rouge, et là on voit ça, et là moi personnellement quand je lis le chapitre dans mon cerveau, là ça devient la folie, ça devient totalement la folie. On a vraiment ce fait que la personne, là Orochi dit bien que la personne elle est plus que dévouée, et qu'il est absolument impossible de mettre à mal ces informations. Ça c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que il s'est passé des choses qui montrent que toutes les informations qu'il a données sont fiables à 100%. Et en un sens, c'est ça qui va se retourner contre eux. On arrive après sur tout un récapitulatif de ce qui c'est pour nous replacer un petit peu dans le temps présent. Là, on a vraiment ce plan qui a été préparé et qui ne peut être découvert par Orochi, et malheureusement on a la représentation de ce qu'on a déjà eu, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur le port, la plupart des bateaux sont détruits, c'est la tempête au niveau de la mer, et on voit l'île d'Onigashima qui est juste au loin. Là c'est le désespoir qui arrive. Voilà, en une seule case on nous rappelle le désespoir. Alors ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir Shinobu qui va rester avec Momonotsuke, et les autres, eux, vont partir pour aller sur Onigashima. Et même à travers ça, on voit la mentalité de Kinemon. Kinemon se dit, même si on a été trahi, même s'il n'y a pas la flotte avec nous, eh bien l'instant c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que on est les principaux, on est les fourreaux rouges. Et nous sur la barque, on va être qu'un petit nombre, et on va y aller, et ils vont pas nous voir venir, et on va pouvoir plus facilement s'infiltrer. C'est-à-dire que Kinemon, jusqu'au bout, il essaye de motiver ses troupes en disant, même si on a eu ça dans la gueule, eh bien on va quand même y aller. Et là, il y a vraiment cette page où il y a Kinemon qui dit, malgré tout ce que j'ai cru, malgré le fait que ça fait pour certains 20 ans que vous vivez ensemble, pour d'autres ça fait moins de 20 ans vu qu'il y a eu le flashback, le voyage dans le temps qui s'est fait, c'est malgré ce qu'on a vécu avec la mort d'Oden, eh bien parmi nous, maintenant il n'y a pas de doute, il y a un traître. Et Kinemon est tellement dégoûté qu'il ne veut même pas savoir. Là on a vraiment ce pilier que représente Kinemon qui est en train tout simplement de s'effondrer. Et là il y a Okiku qui est là, qui dit non, il faut y aller, il faut qu'on sache. Et même sur cette page-là, on voit Kenjuro qui est en larmes. Kiku a raison, Kin, et il l'appelle Kin. Mettons les choses au clair. Et là, avec ce doigt, on va aller sur la page suivante. Et on a ce visage. Regardez les visages de tous les autres. C'est vraiment un truc. Personne n'ose y croire. Personne n'ose y croire. Et oui, c'est lui. Alors nous, après, on comprend pourquoi. Et il va aussi l'expliquer. C'est un descendant du clan Kuruzu. Le clan Kuzuki est l'instigateur de sa propre déchéance, de sa propre mort. Pourquoi ? Parce que on remet bien dans le contexte le grand-père qui lui avait manigancé à travers le poison. Et même si c'est le poison, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, c'est quelque chose qui était couramment utilisé dans les intrigues de la cour. Donc il n'a fait qu'utiliser les moyens qu'il avait à sa disposition, les moyens qu'il maîtrisait le mieux. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'était usuel durant cette époque. Quand on a découvert tout ça, et quand après le clan Kuzuki a eu cet héritier qui est Oden, et qu'ils ont décidé après de tuer, il s'est fait harakiri. Le grand-père s'est fait harakiri. Pourquoi le peuple a continué à vouloir les tuer au nom des Kuzuki? La destruction du clan Kuruzumi n'est pas une meilleure action que ce que le clan Kuruzumi a voulu faire. Là, ils veulent tuer un clan entier pour
les péchés d'une seule personne qui s'est repentie avec un harakiri. La création de Kenjuro est une création du clan Kuzuki. Tout simplement. Et c'est ça que j'aime dans One Piece. C'est-à-dire que le méchant n'est pas méchant seulement parce qu'il a envie d'être méchant. Et en plus, il le dit, il n'a aucune amertume, il n'a aucune rancœur envers les autres Fororos. Il enlève enfin ce masque. Et pour un acteur, cet art d'avoir trompé tout le monde pendant autant de temps est quelque chose de magnifique. Le fait que quand ses parents sont morts à Kenjuro, lui aussi voulait mourir, on comprend pourquoi il veut aller, pourquoi il a été absolument indécelable. C'est-à-dire qu'il y a souvent le méchant qui fait semblant et qui se dit, bah tu vois, je vais aller dans l'eau bouillante, mais on va quand même me sauver. Ou à la fin, il va dire, haha, voilà, je vous ai niqué la gueule. Non, il y a toute une profondeur dans Kenjuro. Et même si ce personnage était le plus lisse possible, c'était pas une erreur d'Ichiroda, c'était vraiment une construction qui était voulue. Alors maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que la construction, la technologie des vivres cards, j'ai pas réussi à trouver l'information sur internet, donc dites-le moi dans les commentaires, est-ce que les personnes de Wano Kuni connaissent les vivres cards? C'est-à-dire qu'on sait qu'il prend les cheveux pour faire ses pinceaux. Peut-être que Kenjuro a pris des cheveux de Raizu et grâce à ses cheveux, donc il y a de l'ADN de Raizu dessus, il a pu faire une vivre card et après la donner à Orochi pour qu'il puisse la donner après, bien sûr, on le sait, à Jack, pour qu'il puisse le trouver. Et même, imaginons que cette technologie n'est pas connue par les personnes de Wano Kuni, eh bien la Vioque qui donne les fruits du démon, elle a l'air d'avoir énormément de connaissances sur le monde extérieur. Donc c'est peut-être elle qui a donné la formule pour pouvoir réaliser les vivre cards. Et même s'il y a une vivre card, ça peut quand même être un petit peu perturbant parce que Jack, quand tu as une vivre card, elle bouge en fonction de où est la personne. Donc en se trimballant sur Zunisha, en fonction de l'angle, ils auraient pu faire une triangulation pour savoir à quel endroit chercher. Donc encore une fois, cette histoire de vivre card, cette histoire de Zunisha, cette histoire de savoir qu'il était vraiment là-dessus, il y a encore des petits troubles qui sont après. Là, au niveau de la construction de ce chapitre, on est carrément dans un cliff, on est vraiment dans cette hype, on est en plus en milieu de chapitre. Le fait que ce chapitre soit vraiment le dernier chapitre de ce tome 96, eh bien, personnellement, dans ma tête, je pensais qu'on allait avoir une fin en désespoir. Et je pensais qu'à travers cette chose-là, qu'on allait avoir Kenjuro qui allait partir et que, tout simplement, les samouraïs allaient être laissés pour morts. Et là, on arrive sur un truc où à la fin, il y a vraiment cette arrivée qui est absolument incroyable parce qu'elle n'était pas préméditée. Donc, on a vraiment l'explication du fait que Kenjuro, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un du clan Kurozumi. Il a toutes les explications que je vous ai données. Donc là, on repense un petit peu tout ce qui s'est passé à droite et à gauche. On a l'arrivée de la flotte de Kaido. Et là, ce qui est vraiment important à remettre dans le contexte, c'est que les bateaux sont les bateaux de Kaido, c'est pas les bateaux des bras droits, c'est pas les bateaux de la flotte de Jack, c'est pas les bateaux de la flotte de Queen, ou c'est pas les bateaux de la flotte de King. Et là, on se dit, là, ça y est, c'est complètement foutu. On a la colère de Kinemon qui va couper en deux Kenjuro, et on voit que après, ça va être un dessin. C'est-à-dire que oui, en vérité, jusqu'au bout, ça a été un mentor. Kenjuro, c'est parfaitement dessiné. Et il y a quelqu'un qui me l'a envoyé justement sur Twitter. C'est le fait que quand on voit l'apparition de Kenjuro, au début, on le voit manger de la main droite. Et il s'avère que quand il dessine de la main gauche. Donc, on peut se poser la question de savoir si réellement Kenjuro, il est droitier, et pour dessiner comme un pied, eh bien justement, il dessine de la main gauche. Encore une fois, ce détail
dans le personnage de la part d'Oda, chose que j'avais pas vue du tout. C'est absolument dingue. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on s'aperçoit que Kenjuro, il était où en vérité? Il n'était pas avec eux sur la barque, mais il était tout simplement sur le port, juste derrière. À la place de qui? À la place de Shinobu. Ce qui veut dire que Shinobu, c'était qui? C'était tout simplement Kenjuro qui s'était dessiné sur lui-même le modèle de Shinobu. Et là, on peut se poser la question, où est Shinobu? Shinobu, pour moi, n'est pas une traite, il est absolument impossible. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir tout simplement besoin plus tard, parce qu'on a les 9 fourreaux rouges qui vont arriver. Je ne vois pas une réduction de Kenjuro, c'est-à-dire je ne vois pas Kenjuro après revenir du côté des fourreaux rouges. Donc on a bien Shinobu qui va être cette 9e personne, sûrement qu'elle est prisonnière quelque part et qu'elle est sûrement en train d'essayer de se délivrer. Enfin bref, elle n'est pas morte et on va la voir revenir plus tard. On arrive sur cette double page qui est absolument magnifique. La tension est à son comble. C'est-à-dire que là, leur petite barque de merde, elle va se faire complètement démonter la gueule par les bateaux qui sont en face. On a Kenjuro qui est directement sur le port avec Momonosuke dans les mains. Momonosuke va être envoyé qui? Va être envoyé tout simplement à Kaido, va aller sur Onigashima. Donc on a un futur sauvetage qui est en prévision juste ici. Et là on se dit... comment ils peuvent bien s'en sortir. Et là, on aurait pu avoir une fin de chapitre. Allez, les gars, les Nakama, on se donne rendez-vous cette fin de semaine. Salut, c'est fini par la réaction live. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Sauf que non, Ichiro Oda s'est dit, eh les gars, je vais vous en foutre plein la gueule. Et regardez quoi. Bam. À partir de là, tu as juste à la fin, le petit Luffy qui dit, désolé, on est un peu en retard. D'ailleurs, il y a toute cette insouciance de la personne qui est juste là. C'est-à-dire qu'il est en train de pioncer à ce moment-là. Ils sont en train de le réveiller. Et là, on a le premier coup de canon sur le côté gauche du bateau. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a les autres qui vont arriver. Et Kinemon et la flotte n'est pas du tout au courant. Ils se disent, mais what the fuck, c'est pas ça du tout qui se passait. Normalement, la taupe ne nous avait pas donné cette information. Pourquoi? Parce que tout simplement, Kenjuro n'était pas au courant. Kenjuro pense qu'ils sont encore que 4000 soldats. D'ailleurs, il y a Orochi à un moment qui nous le dit, ils sont là avec leurs 4000 soldats alors qu'ils sont 4200. Donc ça veut dire que déjà, il y a une information qui n'a pas été donnée. Et cette information, c'est tout simplement le fait que Denjiro, lui, est au courant qu'il y avait un traître, et on sait que Denjiro est le plus intelligent des fourreaux rouges, et lui savait que c'était Kenjuro le traître. Alors vous me direz, mais comment ça se fait qu'il n'a pas donné l'information? Tout simplement parce que Denjiro doit toujours rester caché pour pouvoir être le véritable traître. C'est vraiment cette carte maîtresse quand il va arriver devant Orochi. Et c'est grâce à ça. Orochi a parfaitement confiance en Denjiro. Il a dû lui dire qu'il y a quelqu'un qui est infiltré, qui lui donne toutes ces informations. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on voit que Denjiro, à un moment, a ce petit papier, le truc du rendez-vous, avec justement la lune, le serpent qui se croisent, qui donne l'indication du temps ainsi que le lieu. Peut-être qu'il en a parlé à Orochi, et Orochi lui a dit, oui, c'est bon, je suis au courant. Pourquoi? Parce que j'ai un traître parmi les membres qui étaient proches d'Oden. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'à un moment, on a Kenjuro qui dit le sacrifice de Yasuie a servi absolument à rien. Et je dirais non. Le sacrifice de Yasuie a vraiment servi à conforter Orochi ainsi que Kenjuro qui n'ont pas été démasqués. En un sens, ce qui se passe ici, c'est exactement ce qui s'est passé avec la machine Enigma. C'est-à-dire que les Britanniques avaient décrypté la machine Enigma, mais n'ont pas utilisé les informations qu'ils avaient. Pourquoi? Pour ne pas montrer aux Allemands qu'ils avaient cette capacité de pouvoir décoder tous leurs messages. Et à partir de là, ils ont pu prendre plein d'informations et ainsi pouvoir plus facilement savoir si les Allemands étaient au courant du futur débarquement qu'il allait avoir. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à travers Kenjuro, ils ont pu donner des fausses informations à Kenjuro après qu'il a reformé à Orochi, et ils ont pu prévoir un plan B. Ils ont fait une sorte de leurre. C'est pour ça qu'à un moment, on a Franky qui dit il faut construire beaucoup plus de bateaux. Pourquoi? Parce que les bateaux ont servi de leurre. Une partie de l'armée, peut-être la plus faible, a
servi de l'heure pour réconforter Orochi dans se dire, eh bien c'est bon, on les a niqués, Kenjuro nous a donné toutes les informations, et maintenant, on a tout déjoué, sauf que non. Le premier point de départ était le véritable point de départ. C'est-à-dire que la transformation qu'il y a eu avec Yasuie de dire, eh bien, on va faire un nouveau point de rendez-vous, un nouveau départ pour aller sur Onigashima, était en vérité une fausse information. C'est hyper dur à expliquer, je sais pas si vous arrivez à suivre mon raisonnement. En un sens, maintenant, tout se tient, tous les sacrifices qui ont lieu ont un but. Après, on arrive sur cette double page finale avec justement Kid, Luffy et Law. Et justement, en parlant de Kid le dit à un moment, moi je voulais venir plus tôt, mais il y avait plein de bateaux qui m'empêchaient de passer. Donc là, ça montre bien qu'il y a une autre flotte qui est prête pour aller sur Onigashima. Et beaucoup font le parallèle de ces trois personnages par rapport à ce qui s'est passé sur Shamondi au chapitre 504. Et ça, justement, quand on a vu qu'il y avait dès le départ de Wano Kuni, quand on savait qu'il allait y avoir Kid qui était en prison, qu'il y a Law qui allait être là et que Luffy était là aussi, c'était sûr qu'on allait avoir ce trio qui est là. Alors Eiichiro Oda n'a pas fait le choix de reprendre exactement la même chose. Si vous reprenez ce chapitre 504, on a Law, Kid et Luffy. C'est Kid qui est au milieu, alors que ici on a bien Luffy qui est au milieu. Et ça aussi, c'est très important. De même que la tenue. Quand j'ai fait ma réaction live, je ne l'ai pas vu du tout. Mais on peut remarquer que Luffy a vraiment ce manteau de pirate. Franchement, il va avoir de la gueule. J'espère vraiment qu'il a vraiment une belle tenue. Au niveau de Kid, c'est toujours la même chose. On ne voit pas plus en plus. Par contre, au niveau de Law, ce qui est vraiment important, c'est qu'on peut voir maintenant qu'il a une sorte de manteau de plumes. Alors certains disent que les plumes qu'il a, ça reprend le col qu'il avait. Non, parce que là, c'est pas fermé. On voit vraiment que c'est un manteau. Est-ce que c'est le même manteau que Corazon? En un sens, ça serait une très belle symbolique. Pourquoi? Parce que porter le manteau de Corazon, ça voudrait dire qu'il a accepté la mort de celui-ci et donc qu'il va aller de l'avant. C'est-à-dire que tant qu'il avait son manteau marqué avec seulement que Corazon dessus, peut-être qu'il n'acceptait pas encore la mort ou qu'il ne l'avait pas vengé. Maintenant qu'il l'a vengé, il peut enfin devenir son successeur. Là-dedans, il y a encore une fois une très belle symbolique et j'espère beaucoup qu'on va découvrir un lot avec un beau manteau de plumes. Franchement, ça ferait, ne serait-ce que pour les figurines, ça ferait une figurine absolument géniale. Bref, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse qui a été sûrement longue. Elle va sûrement faire une demi-heure. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé autant, mais ça fait super plaisir. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Ceux qui veulent me soutenir, il y a Tipeee et aussi Utip. Bref, comme d'habitude, partagez, comme j'ai dit, laissez des commentaires, éclatez-vous, mais surtout, on n'oublie pas le principal, surtout en ce moment, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.